Il existe une baie dont le goût rappelle un mélange de fraises, de myrtilles et de framboises. Elle produit des fruits 2 semaines avant même la floraison des fraisiers. Il survit à des hivers qui détruisent toutes les autres cultures fruitières de la planète. Et il continue à produire pendant 40 ans à partir d'une seule plantation. Ce n'est pas un fruit tropical exotique. Elle pousse dans les climats les plus froids de la planète. Les agriculteurs russes le cultivent depuis des siècles. Sur les marchés japonais, il se vend à prix d'or. Les vergers canadiens sont en train de planter des milliers d'hectares en ce moment. Cette baie contient 3 fois plus d'antioxydants que les myrtilles. Elle contient plus de vitamine C que les oranges. Il combat l'inflammation, favorise la santé cérébrale et a un goût absolument incroyable, frais ou congelé. Et pourtant, la plupart des jardiniers n'en ont jamais entendu parler. L'industrie de la fraise génère 9 milliards de dollars par an, grâce à la vente d'un fruit qui nécessite d'être replanté tous les 3 ans, qui exige une lutte antiparasitaire constante et qui meurt lors des hivers rigoureux. Ils avaient besoin de cette baie pour rester invisibles. Ce soir, vous allez découvrir l'histoire du fruit qu'ils ont enterré. Ils prient pour que vous ne le plantiez jamais. Si vous êtes nouveau ici, cette chaîne révèle des plantes supérieures que des industries pesant des milliards de dollars espèrent que vous ne découvrirez jamais. Les fruits qui surpassent leurs produits. Les récoltes qui créent une abondance permanente. Abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications. Partagez ceci avec tous ceux qui sont encore en train de replanter des fraisiers. Entrons dans le vif du sujet. Cette baie est appelée baie de miel. Certains l'appellent ainsi. D'autres l'appellent chèvrefeuille bleue. La confusion qui entoure son nom n'est pas accidentelle. Lorsqu'une plante possède un nom unique et clair, elle devient facile à rechercher. Il devient trouvable. Quiconque est suffisamment curieux pour se renseigner à son sujet peut la planter. Lorsqu'une plante possède 5 noms différents, recherche par fragments. L'information se disperse. La plupart des gens abandonnent avant de trouver ce qu'ils cherchent. Le miel de baie a été délibérément maintenu dans la confusion. Le nom scientifique est Lenicera caerulea. Il est originaire de Sibérie, du nord du Japon et du nord du Canada. Pendant des milliers d'années, les peuples autochtones de ces régions ont compté sur elle comme source alimentaire essentielle durant les saisons difficiles. Les agriculteurs russes cultivaient le miela depuis des siècles, avant que l'agriculture occidentale n'en reconnaisse l'existence. Ils ont sélectionné des variétés pour leur saveur, leur taille et leur productivité. Alors que les jardiniers américains et européens n'avaient jamais vu ce fruit, les horticulteurs japonais ont développé le miel en une culture commerciale de première qualité. Au Japon, le cupuaçu se vend plus cher que les myrtilles au détail. Les Japonais comprennent ce que les marchés occidentaux ont été empêchés d'apprendre. Des chercheurs canadiens ont finalement fait connaître le miel aux Occidentaux. Dans les années 1990, l'Université de la Saskatchewan a lancé des programmes de sélection visant à créer des variétés adaptées à la production commerciale. Ils ont prouvé que la baie pouvait rivaliser avec n'importe quelle culture fruitière dans les climats nordiques. Ils ont publié leurs résultats et s'attendaient à une adoption rapide. L'adoption n'a jamais eu lieu. Els Industries de la fraise a vu émerger un concurrent supérieur et a déployé la seule défense dont elle disposait. Ils ont veillé à ce que personne n'en entende parler. Les fraisiers produisent bien pendant 3 ans. À partir de la 4e année, les rendements diminuent. Au bout de 5 ans, la pression des maladies rend les plantes improductives. Les producteurs commerciaux replantent tous les 2 à 3 ans. Les jardiniers amateurs replantent presque aussi souvent. Les arbustes à chèvrefeuille produisent des fruits pendant 30 à 40 ans. Un arbuste planté ce printemps produira encore des fruits lorsque vos petits-enfants seront adultes. L'investissement initial porte ses fruits sur des décennies plutôt que sur des saisons. Les calculs mathématiques inversent complètement le modèle de la fraise. Réfléchissez à ce que cela signifie pour un jardinier amateur.
Les fraisiers nécessitent l'achat de nouveaux plants tous les 3 ans. Préparation du sol à chaque replantation. Gestion des ravageurs et des maladies à chaque saison. Les coûts récurrents s'accumulent d'année en année. Le mûrier à miel nécessite un seul achat, une seule plantation, une seule période d'établissement, puis des décennies de récolte avec une intervention minimale. Les implications commerciales ont terrifié le secteur des baies. Les pépinières vendant des plants de fraisiers dépendent de la fidélisation de leur clientèle. Lorsque les plantes meurent tous les 3 ans, les clients reviennent tous les 3 ans. Les revenus sont prévisibles et réguliers. Honeyberry crée des clients ponctuels. Vendez 10 arbustes à baies de miel à quelqu'un et il n'achètera plus jamais de plants de baies. Leurs enfants héritent de buissons productifs. La relation avec la crèche prend fin par une seule transaction. C'est précisément pour cette raison que les grandes pépinières ne mettent pas le miel en évidence. Cette plante est trop permanente. Cela menace le modèle d'achat répété dont dépendent les ventes de baies. Vous continuez à acheter des fraises précisément parce qu'elles meurent. Les fraisiers subissent des dommages lorsque les températures descendent en dessous de 7 degrés Celsius. Les fortes gelées tuent complètement les plants. Dans le nord du pays, les jardiniers perdent régulièrement leur plantation de fraisiers à cause de vagues de froid inattendues. Le chèvrefeuille résiste à 40 degrés Celsius. Ce n'est pas une erreur. 40 degrés. La température à l'intersection des échelles Fahrenheit et Celsius. Le genre de froid qui détruit pratiquement toutes les autres cultures fruitières cultivées par l'homme. Cette tolérance s'explique par ses origines sibériennes. La baie de miel a évolué dans l'un des climats les plus rudes de la planète. Des hivers durant 8 mois, avec des températures descendant en dessous de ce que les thermomètres des régions tempérées affichent jamais. Seules les plantes capables de survivre à un véritable froid ont persisté. Mais le miel ne se contente pas de survivre au froid, il en a besoin. Les arbustes ont besoin de 800 à 200 heures de froid en dessous de 45 degrés F pour produire des fruits correctement. Les climats hivernaux doux empêchent en réalité le miel-là de prospérer. Cette plante est spécifiquement adaptée aux conditions qui tuent ses concurrentes. Cette adaptation offre aux jardiniers du Nord une solution révolutionnaire. Des régions où la culture fruitière semble impossible deviennent productives grâce au miel. L'Alaska cultive des baies de miel à des fins commerciales. Les provinces du nord du Canada produisent d'importantes récoltes. Les pays scandinaves développent des industries de baies mielées. Les régions les plus froides du monde bénéficient enfin d'une récolte de fruits qui prospère au lieu de simplement survivre. Pendant des générations, les jardiniers du Sud ont dominé la production fruitière grâce à leur climat. Le miel inverse cet avantage. Plus le climat est froid, meilleures sont les performances du miel. L'industrie de la fraise, concentrée dans les régions chaudes, ne pouvait pas permettre à un concurrent des régions froides de se faire connaître. Les jardiniers du Nord pourraient cesser d'acheter des fraises importées s'ils pouvaient cultiver eux-mêmes des fraises de qualité supérieure. Les myrtilles ont bâti leur position sur le marché grâce à leur teneur en antioxydants. Le marketing des superaliments a créé des prix élevés que les consommateurs payaient volontiers pour leurs bienfaits sur la santé. Le miel contient 3 fois plus d'antioxydants que les myrtilles. Les antioxydants spécifiques comprennent des anthocyanes, des acides phénoliques et des flavonoïdes à des concentrations qui, selon les analyses en laboratoire, dépassent largement celles des myrtilles. Les mêmes arguments santé qui justifient le prix des myrtilles s'appliquent 3 fois plus aux baies de miel. La teneur en vitamine C est supérieure à celle des oranges. Cette baie, qui survit aux hivers sibériens, offre des niveaux de vitamine C que les agrumes tropicaux ne peuvent égaler. Les populations du Nord, qui n'avaient pas accès aux agrumes, dépendaient historiquement des baies de miel pour les mêmes besoins nutritionnels. Le profil anthocyanique est particulièrement précieux. Les anthocyanes des baies de miel comprennent le glucoside de cyanodonte,
le composé spécifique le plus fortement lié aux effets anti-inflammatoires, à la protection cognitive et aux bienfaits cardiovasculaires. Les myrtilles contiennent ce composé. La baie de miel en contient bien plus. La recherche japonaise étudie les effets du miel sur la santé depuis des décennies. Des études documentent ces effets sur la pression artérielle, la régulation de la glycémie, la santé oculaire et la fonction hépatique. Cette baie était utilisée à des fins médicinales au Japon et en Russie bien avant que la science nutritionnelle occidentale ne découvre l'existence des antioxydants. L'industrie du marketing des superaliments a fondé les prix des myrtilles sur des allégations santé. En comparaison, ces affirmations de Honeyberry paraissent modestes. Si les consommateurs comprenaient qu'une baie plus robuste, plus productive et plus savoureuse contenait 3 fois plus d'antioxydants, le prix des myrtilles haut de gamme s'effondrerait. L'industrie avait besoin que la supériorité nutritionnelle du miel reste méconnue. Les données de laboratoire qui menaçaient leurs allégations marketing devaient rester confidentielles. Chaque consommateur soucieux de sa santé qui découvre le miel est un client potentiel perdu pour les myrtilles. La récolte des fraises a lieu de la fin du printemps au début de l'été selon l'endroit. Les jardiniers patientent tout l'hiver, attendent le printemps, puis cueillent enfin les fruits lorsque la saison le permet. La récolte des baies de miel a lieu 2 à 3 semaines avant celle des fraises. Ces arbustes fleurissent plus tôt que toute autre culture fruitière. Elles donnent des fruits alors que d'autres baies sont encore en train de développer leurs fleurs. Ils livrent des fruits mûrs au moment où les jardiniers sont désespérés de trouver des produits frais de leur jardin. Ce timing revêt une importance pratique considérable. La période de disette de la fin du printemps correspond au moment où les réserves alimentaires s'épuisent et où les jardins n'ont pas encore produit de fruits et légumes. Les agriculteurs traditionnels ont lutté pendant ces semaines avec des ressources qui s'amenuisaient. La baie de miel comble parfaitement la faim. Les fruits mûrs arrivent précisément quand il n'y a plus rien d'autre de disponible. La récolte assure la transition entre les réserves hivernales et l'abondance estivale. Ce timing est inestimable pour l'autosuffisance alimentaire. La floraison précoce constitue un autre avantage. Lorsque le miel fleurit, peu d'autres plantes rivalisent pour attirer l'attention des pollinisateurs. Les abeilles et autres pollinisateurs visitent les fleurs du chèvrefeuille, car il y a peu d'autres plantes disponibles. Les taux de pollinisation sont excellents malgré la précocité de la saison. Les gelées tardives peuvent endommager de nombreuses cultures fruitières. Les fleurs sont vulnérables. Un gel après la floraison anéantit les récoltes potentielles dans les vergers et les jardins. Chaque printemps, les arboriculteurs surveillent la météo avec anxiété, espérant que le gel attende que les fleurs donnent des fruits. Les fleurs de chèvrefeuille tolèrent des températures descendant jusqu'à 7 degrés Celsius. Cette tolérance au froid s'étend aux fleurs elles-mêmes. Les gelées qui ravagent les fleurs de pommier, de pêcher et de fraisier laissent les fleurs de miel intactes. Les mauvaises récoltes qui affectent des régions entières n'affectent pas le miellat. Rien que pour sa fiabilité, le miel de baie surpasse tous les autres fruits disponibles pour les jardiniers du Nord. Les gens s'attendent à ce que les fruits inhabituels aient un goût étrange. Une apparence inhabituelle suggère une saveur inhabituelle. Cette idée reçue empêche de nombreux jardiniers d'essayer de nouvelles cultures. Le goût des baies de miel est immédiatement familier et délicieux. Son profil aromatique combine des notes de fraise, de myrtille et de framboise avec des touches de carottes noires. Il est à la fois unique et accessible. Les personnes qui y goûtent pour la première fois en redemandent généralement immédiatement. Sa texture ressemble à celle de la myrtille. Peau douce, chair tendre, pas de graines à déraciner. L'expérience culinaire est simple et agréable. Les enfants adorent les baies de miel, car elles sont faciles à manger et vraiment sucrées. La teneur en sucre varie selon la variété, mais atteint des niveaux comparables à ceux du raisin de table. Leur douceur naturelle fait des baies de miel d'excellentes baies à consommer fraîches,
sans sucre ajouté. Contrairement aux baies acides qui nécessitent d'être sucrées, les baies de miel peuvent être dégustées directement sur le buisson. La qualité du traitement est exceptionnelle. Les baies de miel se congèlent parfaitement. Elles conservent mieux leur texture et leur saveur après décongélation que les fraises. Les caractéristiques de traitement conviennent aussi bien à la conservation à domicile qu'aux produits commerciaux. Les confitures et les conserves à base de baies de miel développent des saveurs profondes et complexes. La teneur élevée en pectine signifie qu'une moindre quantité de pectine ajoutée est nécessaire pour une prise correcte. La couleur est un violet magnifique qui rend les produits finis visuellement attrayants. Le vin et le jus de honeyberry rivalisent avec les produits issus du raisin. Les producteurs japonais et russes fabriquent du vin de baie de miel depuis des générations. Le profil aromatique permet de créer des boissons qui rivalisent avec les cépages viticoles établis. Tout ce que les fraises permettent de fabriquer, le miel le permet aussi, voire mieux. La saveur n'est pas la limite. Seule la sensibilisation limite l'adoption du miel. Les fraises souffrent d'une liste impressionnante de problèmes. Verticilliose, flétrissement, othrite, pourriture des fruits, oïdium, tétranique, charançon des racines, limaces, oiseaux. La pression des ravageurs et des maladies sur les cultures de fraises exige une gestion constante. La production commerciale de fraises dépend fortement de l'intervention chimique. L'utilisation de fongicides, d'insecticides et de fumigants est une pratique courante. La liste des 12 produits contaminés par les pesticides, appelée Dirty Dozen, place systématiquement les fraises parmi les premières. Le miellate ne présente pratiquement aucun problème significatif de ravageurs ou de maladies. La liste non exhaustive des problèmes potentiels comprend la présence occasionnelle de pucerons et une certaine pression des oiseaux. Ces deux problèmes sont mineurs comparés aux nombreux problèmes qui affectent les fraises. Cette résistance reflète l'histoire évolutive. Le miellat a évolué dans des environnements trop hostiles pour la plupart des espèces nuisibles. Les insectes et les maladies qui ravagent les cultures fruitières des régions tempérées n'existent pas dans les conditions climatiques de la Sibérie. La plante s'est développée sans ces pressions et reste largement immunisée contre elles. Pour les producteurs bio, cela change tout. La production de fraises biologiques est réputée difficile. La pression des maladies, en l'absence de contrôle chimique, réduit considérablement les rendements. De nombreux producteurs biologiques renoncent tout simplement à la culture des fraises car les difficultés l'emportent sur les bénéfices. La production de baies de miel biologique est presque sans effort. Aucun traitement phytosanitaire, aucun suivi des maladies, aucun programme de gestion des ravageurs. Les arbustes produisent des fruits sains sans intervention. La certification biologique ne requiert que des documents et non des mesures actives de lutte antiparasitaire. L'industrie des pesticides ne peut pas vendre ses produits aux apiculteurs. Les fabricants de fongicides ne peuvent pas vendre leurs produits aux cultures saines. Les fabricants d'insecticides ne peuvent pas vendre leurs produits aux cultures exemptes de parasites. Le chèvrefeuille menace toute la chaîne d'approvisionnement qui profite des problèmes liés aux fraises. Les cultures complexes nécessitent des soins complexes. Cette difficulté dissuade de nombreux cultivateurs potentiels de se lancer. La simplicité s'étend. Qui peut réussir à produire une récolte? La baie de miel est remarquablement simple à cultiver. Plantez les arbustes en automne ou au début du printemps. Eau pendant l'établissement. Appliquez du paillis pour conserver l'humidité. Les exigences de base correspondent à ce que tout jardinier débutant peut fournir. Les exigences en matière de sol sont flexibles. Le chèvrefeuille pousse dans n'importe quel type de sol, sans modification. Les besoins en matière de taille sont minimes. Enlevez le bois mort et éclaircissez occasionnellement les branches trop serrées. Voilà, en résumé, le programme d'élagage complet. Comparez cela aux exigences de taille détaillée des autres cultures fruitières. Les besoins en engrais sont modestes.
Un apport annuel de compost ou d'engrais organiques équilibré permet de maintenir la productivité. Un apport excessif d'engrais n'est pas nécessaire et peut même réduire la qualité des fruits. Les besoins en eau sont modérés. Les arbustes bien établis tolèrent assez bien la sécheresse. L'irrigation d'appoint pendant les périodes de sécheresse améliore les rendements, mais n'est pas strictement nécessaire dans la plupart des climats. La nature latente convient parfaitement au mode de vie moderne. Les jardiniers disposant de peu de temps peuvent réussir la culture du miel. Les familles occupées peuvent planter des arbustes et récolter des fruits sans surveillance constante. Cette culture s'adapte à des calendriers que les autres fruits ne peuvent pas respecter. Les jardineries réalisent des bénéfices en vendant des fournitures. Outils de taille, engrais, produits antiparasitaires, matériel d'irrigation, amendement de sol. Chaque produit génère des revenus. Les clients de Honeyberry n'ont pratiquement besoin d'aucun de ces produits. Les exigences de culture simple impliquent des achats de fournitures simples. Les revenus des jardineries provenant des producteurs de Honeyberry tendent vers zéro après les premières ventes de plants. Le chèvrefeuille a une exigence de croissance que l'industrie met en avant pour décourager sa plantation. Ces arbustes nécessitent une pollinisation croisée avec une variété différente pour donner des fruits. Un seul plant de chèvrefeuille ne produira pas de baies. Deux variétés différentes, plantées à une distance permettant le passage du bœuf, doivent fleurir simultanément. Le pollen d'une variété doit atteindre les fleurs d'une autre. Sans cette pollinisation croisée, aucun fruit ne se développe. L'industrie présente cela comme un obstacle majeur. Vous devez acheter plusieurs plantes. Vous devez vous renseigner sur la variété et la compatibilité. Les exigences sont complexes. Le message sous-entend une difficulté qui décourage l'intérêt superficiel. Voici ce qu'il n'explique pas. Les pommiers nécessitent une pollinisation croisée. Les poires nécessitent une pollinisation croisée. Les cerises douces nécessitent une pollinisation croisée. La plupart des arbres fruitiers ont des exigences identiques, que personne ne considère comme des obstacles. Deux arbustes à baies de miel occupent moins de place qu'un pommier. L'exigence de pollinisation implique de planter deux arbustes au lieu d'un. L'espace total requis reste minimal. Cette complication se traduit par 5 minutes supplémentaires de plantation. Le choix de la variété est simple. Les éleveurs ont clairement documenté quelles variétés sont pollinissables. Les pépinières vendant des baies de miel fournissent des informations sur leur compatibilité. Une recherche Internet de 5 minutes suffit à dissiper toute confusion. Les variétés modernes sont souvent vendues par paires pour favoriser la pollinisation. Les pépinières regroupent les variétés compatibles précisément parce qu'elles savent que les clients ont besoin des deux. Le processus d'achat n'est pas plus compliqué que pour n'importe quelle autre plante. Le besoin de pollinisation est réel, mais mineur. L'industrie exagère les choses car elle a besoin d'objections à formuler contre le miel. En réalité, cette exigence est identique à celle requise pour les fruits que des millions de jardiniers cultivent avec succès. Le secret se répand déjà. La superficie cultivée en baies de miel au Canada a augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. Les programmes de sélection universitaire donnent naissance à de nouvelles variétés aux caractéristiques améliorées. Les producteurs commerciaux prennent conscience de cette opportunité que les jardiniers amateurs sont encore empêchés de voir. La production japonaise de Ascot est une industrie mature. Les produits à base de baies de miel de qualité supérieure se vendent à prix d'or sur les marchés japonais. Ce fruit se retrouve dans les crèmes glacées, le vin, les confitures, les jus de fruits et les produits frais vendus au détail. L'acceptation par les consommateurs est totale. Les producteurs européens augmentent rapidement leur production. La Pologne est devenue un important producteur de baies de miel. D'autres pays européens créent des vergers. La résistance au froid de ce fruit le rend idéal pour les conditions climatiques de l'Europe du Nord. Le marché américain reste artificiellement comprimé. La production commerciale existe, mais elle reste limitée.
Les efforts marketing restent minimes. La sensibilisation des consommateurs reste faible. Les conditions susceptibles de créer la demande ne sont pas délibérément mises en place. Cette répression ne peut pas durer. L'information se diffuse malgré les préférences de l'industrie. Les jardiniers découvrent le miel grâce à des sources internationales. Internet rend la répression de plus en plus difficile. Les premiers utilisateurs seront les plus avantagés. Les jardiniers qui plantent maintenant des baies de chèvrefeuille obtiennent des arbustes qui produiront des fruits pendant des décennies. À mesure que la sensibilisation grandira, ils disposeront d'installations matures et productives, tandis que les nouveaux venus attendront que les leurs s'établissent. La prise de conscience commerciale annonce ce qui va arriver. Les industries n'augmentent pas la production de produits de qualité inférieure. La croissance des activités commerciales liées au miel prouve les mérites de ce fruit. Les jardiniers amateurs sont tout simplement privés des mêmes informations que celles utilisées par les producteurs commerciaux. Les arbustes à baies de miel sont disponibles auprès des pépinières fruitières spécialisées et de plus en plus auprès des fournisseurs traditionnels. La commande en ligne simplifie l'acquisition, quelle que soit la disponibilité locale. Achetez au moins 2 variétés compatibles. Consultez les tableaux de compatibilité ou achetez des paires préassorties que les pépinières commercialisent spécifiquement ensemble. Des variétés comme la toundra et la boréale sont souvent associées. Aurore et abeilles à miel forment une autre combinaison compatible. Plantez en automne pour une meilleure reprise. Les plantations d'automne permettent aux racines de se développer pendant l'hiver, sans nécessité de croissance aérienne. Les plantations de printemps fonctionnent, mais nécessitent une attention accrue à l'arrosage durant le premier été. Espacer les buissons de 1,20 à 1,80. Sa taille à maturité est similaire à celle des plants de myrtille. Les lignes ou les groupes fonctionnent tout aussi bien. 10 arbustes permettent une production domestique substantielle sans nécessiter beaucoup d'espace. On prévoit une récolte légère la 2e année et une pleine production la 4e année. La période d'installation récompense la patience. Une fois arrivés à maturité, les arbustes produisent pendant les 30 à 40 années suivantes sans qu'il soit nécessaire de les replanter. Le coût est avantageux par rapport à d'autres investissements dans le secteur fruitier. Les plantes à racines nues coûtent entre 5 et 15 $ chacune. 20 plants permettent de créer une parcelle productive de baies de miel pour moins de 200 $. Cette parcelle produit des fruits d'une valeur de plusieurs milliers de dollars au cours de sa durée de vie productive. Chaque année d'attente est une année de récolte perdue. Les arbustes plantés cet automne donneront des fruits dans 2 ans. Les arbustes plantés dans 5 ans ne produiront rien avant 7 ans. La période d'établissement commence dès que vous la commencez. L'industrie vous a incité à acheter des fraises parce que les fraises meurent. Ils vous ont tenu dans l'ignorance du miel parce que le miel se conserve 40 ans. Votre dépendance était leur source de revenus. Cette dépendance prend fin lorsque vous plantez votre premier arbuste. Il ne s'agissait pas d'une nouveauté expérimentale ou d'une curiosité non prouvée. Ce fruit était cultivé depuis des siècles par les agriculteurs russes, développé pendant des décennies par des sélectionneurs japonais et validé par des recherches universitaires canadiennes. Supérieurs en tout point mesurable aux fraises qu'ils vous incitaient à acheter. 40 ans de production à partir d'une seule plantation. Survivre à des températures qui tuent tout le reste. 3 fois plus d'antioxydants que les myrtilles. Récolter avant que les autres fruits ne mûrissent. Pratiquement aucun problème de parasites et de maladies. L'industrie de la fraise génère 9 milliards de dollars par an grâce à la vente d'un fruit qui meurt tous les 3 ans. Ils enterrèrent le miel car les jardiniers avertis n'auraient pas besoin de leurs plantes mourantes. Mais le secret est désormais dévoilé. Les activités commerciales se développent à l'échelle mondiale. Les programmes de sélection universitaire permettent de mettre au point des variétés améliorées. La répression échoue à mesure que l'information se propage. Vous pouvez continuer à replanter les fraisiers qui meurent. Vous pouvez continuer à acheter des fruits qui nécessitent un renouvellement constant.
Vous pouvez continuer à alimenter une industrie qui profite de votre dépendance. Ou bien vous pouvez planter des baies de miel cette saison, les récolter pendant les 40 prochaines années et transmettre des arbustes productifs à vos petits-enfants. Le choix qu'ils n'ont jamais voulu que vous ayez est désormais le vôtre. Je vous verrai dans la prochaine.